Et donc, bonjour à tous. Comme Gabriel l'a mentionné, je vais parler d'une méthode pour approximer des fonctions de transfert via un réseau neuronal. Donc, lorsqu'on cherche à dimensionner un échangeur de chaleur souterrain, on va généralement se tourner vers la simulation de la température du fluide caloporteur qui entre à la pompe à chaleur en fonction du signal horaire des charges thermiques du bâtiment. Puis, pour venir accélérer le temps de calcul, on va utiliser une fonction de transfert qui décrit la capacité d'échange thermique entre le fluide caloporteur et le milieu géologique sous une impulsion unitaire. Donc, la figure de droite montre deux fonctions de transfert. Donc, en trait plein, on a une fonction pour un champ de 6 puits en boucle fermée, alors que pour le trait pointillé, c'est pour un seul puits. Et contrairement au G-function d'Eskilson, ces fonctions de transfert traitent le transfert de chaleur directement à la sortie du puits plutôt que de passer par la paroi de forage. Par contre, aujourd'hui, on va se concentrer sur la portion à court terme des fonctions de transfert. Donc là où on doit modéliser simplement un puits parce que les interactions thermiques entre les différents puits d'un champ ne sont pas encore ressenties à cet horizon temporel. Par contre, c'est important de venir modéliser certains effets, notamment dus aux capacités thermiques massiques des éléments du puits, mais aussi de prendre en compte la géométrie du puits et le temps de résidence du fluide. Donc, prendre en compte ces effets va venir à potentiellement réduire la longueur totale de l'échangeur de chaleur. De plus, si cet échangeur en fait, les performances de cet échangeur peuvent être augmentées si il est situé dans un aquifère perméable, d'où l'importance également de venir simuler l'effet advectif causé par l'écoulement de l'eau souterraine. Euh, donc, dans les dernières années, il y a eu plusieurs développements d'applications qui utilisent l'intelligence artificielle en ingénierie. Par contre, dans le cas de l'approximation de fonctions de transfert à l'aide de réseaux neuronaux, il y a seulement quelques auteurs qui se sont portés à la tâche et malgré qu'ils représentent quand même un potentiel élevé, notamment dû à un temps de calcul qui est négligeable et à une facilité d'implémentation une fois que le réseau neuronal a été entraîné. Et les réseaux développés pour l'instant sont restreints des environnements géologiques homogènes. Puis, en fait, la plupart utilisent l'architecture classique du perceptron multicouche, qui est montrée à la figure de droite. Donc, on a à gauche complètement le vecteur d'entrée, comme les paramètres qu'on va fournir au réseau. Puis, complètement à droite, on a la sortie du réseau neuronal, donc qui est la fonction de transfert échantillonnée en plusieurs pas de temps. Et on vient connecter en fait ces deux vecteurs à l'aide de couches cachées. Si on veut si dans le fond, on augmente le nombre de couches cachées ou le nombre de neurones par couche cachée, on vient donner un peu plus de capacité à notre réseau neuronal d'approximer des phénomènes physiques complexes. Par contre, si on donne trop de capacité, on risque de venir surajuster les données d'entraînement. Et si on n'en donne pas assez, on risque de venir avoir des performances de prédiction en fait qui sont faibles. Donc, naturellement, plus tu as une base de données qui est importante, plus tu peux te permettre de donner de la capacité à ton réseau neuronal. Et en fait, c'est un enjeu persistant lorsqu'on développe des réseaux neuronaux, c'est le besoin d'avoir cette large base de données pour éventuellement obtenir une performance de prédiction qui est adéquate. Et c'est particulièrement limitant dans le cas où obtenir cette base de données est coûteuse. Donc aujourd'hui, on propose en fait une solution qui est en fait une nouvelle architecture de réseau neuronal qui est en bout de ligne, une combinaison de plusieurs petits perceptrons multicouches qui vont venir approximer chacun un pas de temps de la fonction de transfert. Et en fait, on tente de démontrer la robustesse de cette approche via la construction rapide de la fonction de transfert à court terme d'un puits en boucle fermée situé dans un milieu hydrogéologique stratifié. Donc, la méthodologie se divise en deux sections majoritairement. Une première partie où on va venir simuler en boucle le modèle d'éléments finis en venant modifier à chaque fois les propriétés du sol, par exemple, et la géométrie du puits. Donc là, ça va nous permettre de développer une base de données qui va être ensuite utilisée pour entraîner et valider le réseau neuronal qu'on appelle le combiné. Donc, pour rentrer un peu plus dans la méthodologie, puis parler un peu du modèle numérique, donc on a utilisé le modèle d'éléments finis de Pasquier et Marcotte 2014 comme modèle de base pour venir y ajouter certains éléments, notamment un milieu poreux, une discrétisation verticale des propriétés thermiques et hydrauliques du sol, donc en 5 couches, comme on peut le voir avec les lignes pointillées dans la figure de droite. Et on est venu naturellement ajouter l'effet advectif de l'écoulement de l'eau souterraine.
Donc, les conditions frontières ont été imposées de manière à venir isoler l'impulsion unitaire à l'entrée du puits sur la réponse de notre modèle. Donc, à la condition frontière encerclée en rouge, c'est là qu'on va venir imposer une impulsion de 1 degré Celsius. Puis la fonction de transfert, elle est mesurée à la sortie du puits, donc la frontière encerclée en bleu. Comme je disais, on vient isoler cette impulsion unitaire. Donc, les conditions frontières latérales et supérieures du modèle sont considérées comme des températures nulles. Et à la base du modèle, ben, on a un flux nul. Puis, sous la base des tuyaux, on est venu créer 2 vides pour venir insérer des conditions frontières internes qui nous permettent en fait de simuler le retour en U sans nécessairement le modéliser. Donc, naturellement, on assume qu'il n'y a aucun transfert de chaleur à cet endroit. Donc, ici, là, je vous montre une liste de tous les paramètres qui ont été tirés de manière quasi aléatoire pour chacune des simulations. Puis, en fait, en rouge, je montre les paramètres qui sont tirés 5 fois parce qu'il y a 5 couches géologiques. Donc, les limites inférieures et supérieures de ces paramètres ont été définis pour répondre à la majorité des cas possibles avec les puits en boucle fermée. Et on est venu notamment là, insérer certaines contraintes pour limiter pour empêcher en fait certaines combinaisons, notamment pour ne pas avoir de combinaisons qui permettent un écoulement en régime laminaire. Pour parler rapidement du maillage, donc pour le maillage du modèle numérique, donc maillage, les propriétés du maillage radial étaient le même pour toutes les simulations. Par contre, la discrétisation verticale et le nombre de mailles variaient en fonction de l'épaisseur des couches, mais aussi du débit de circulation. Puis on a fait également une analyse de maillage, d'indépendance de maillage sur plusieurs cas avant de réellement lancer la base de données. Donc maintenant on a parlé du modèle numérique, je vais parler maintenant du perceptron multicouche. Donc ici, je vous présente en fait, en haut, c'est l'équation sous forme matricielle d'un perceptron à 2 couches cachées. Donc le X, c'est le vecteur d'entrée, Y, le vecteur de sortie. Puis les couches cachées sont définies par les matrices de poids W, les vecteurs de biais B et la fonction d'activation sigma. Donc, comme je le disais au début, dans le fond, notre approche est d'entraîner plusieurs réseaux neuronales qui prédisent chacun un pas de temps. Donc, après ça, on vient combiner les matrices telles que montré en bas, donc les matrices de poids et les vecteurs de biais, pour éventuellement retrouver l'équation initiale du perceptron multicouche. Par contre, où chacune des sorties du réseau neuronal combiné a été entraînée de manière indépendante. Donc, visuellement, à quoi ça ressemble? La figure de droite montre un peu. Donc, on voit clairement que chaque réseau neuronal prédit un pas de temps, puis qu'on vient entraîner de manière indépendante. Donc, l'avantage de cette méthode, c'est qu'on vient simplifier en fait le problème à prédire plutôt que de prédire toute la fonction de transfert directement, c'est simplement un nœud de la fonction de transfert qui est prédite. Ça fait en sorte qu'on peut avoir des réseaux neuronaux qui sont plus compacts et potentiellement diminuer la taille de la base de données d'entraînement. De plus, le fait de venir combiner les matrices, ça permet d'éviter une boucle. Donc, ça vient limiter le temps de calcul relié à tout le calcul relié à la prédiction du réseau neuronal. Un désavantage, par contre, c'est comme on a vu, ça crée des matrices creuses. Puis le temps d'entraînement, vu qu'on entraîne plusieurs réseaux neuronaux, est beaucoup plus élevé. Donc, les désavantages, en fait, c'est qu'on crée des matrices creuses. On l'a vu avec des matrices avec beaucoup de zéros. On a également un temps d'entraînement qui est beaucoup plus élevé, notamment dû à cause qu'on entraîne plusieurs réseaux neuronaux. Et enfin, on a remarqué des petits problèmes de continuité de la fonction de transfert sur les derniers nœuds. Puis on pense en fait que ce léger problème est dû à une base de données d'entraînement qui est peut-être potentiellement trop faible encore. Donc, pour pallier un peu à ce problème de continuité, c'est pour ça qu'on a ajouté un fil passe-bas sur les derniers nœuds de la fonction de transfert qui vient en fait corriger cette continuité-là. On a également utilisé d'autres techniques pour venir améliorer la prédiction du réseau neuronal. Notamment, on a changé la définition de la fonction de transfert. Donc, plutôt qu'avoir une fonction de transfert pour une impulsion unitaire de température,
on l'a modifié pour une impulsion de 1 kW. Ça permettait de réduire les problèmes reliés à des débits de circulation élevés. On a aussi utilisé d'autres méthodes utilisées par d'autres auteurs, comme une fonction de transformation qui vient linéariser notre fonction de transfert. Et on a également utilisé une augmentation des limites de notre plage d'entraînement. Donc, notre plage des propriétés de l'ensemble d'entraînement de 15% pour venir améliorer les performances de prédiction avec des propriétés qui sont sur les bords de cette plage. Finalement, pour définir le nombre de couches cachées ou le nombre de neurones dans chaque couche, on est venu utiliser la validation croisée, dont la procédure est montrée à la figure de droite. Et on remarque notamment qu'on a une base d'entraînement, une base de données en fait totale de 40 000 simulations, puis qu'on a un ensemble test de 3400. Donc maintenant, pour parler un peu des résultats, donc la figure de droite, je montre une comparaison entre le modèle d'éléments, la fonction de transfert obtenue par le modèle d'éléments finis et la fonction de transfert prédite par le réseau neuronal combiné. Puis en fait, en rouge ici, j'ai mis les paramètres qui variaient entre les différents cas comparativement au cas numéro 1. Et puis là, il faut noter en fait ici que c'est un milieu qui est homogène, donc toutes les propriétés du sol étaient la même, là, indépendamment de la profondeur. Puis, on note notamment que le cas numéro 2, donc la courbe en orange-jaune, c'est celle qui représentait peut-être le moins bon cas dans ces fonctions de transfert. Et en fait, on a remarqué que le réseau neuronal a de la difficulté à prédire les fonctions de transfert pour des puits courts. Donc là, on a un puits de 100 mètres si on regarde le tableau. Par contre, ici, ce n'est pas nécessairement la précision, je pense, qui est pertinente à retenir, mais c'est le fait que le réseau neuronal a été entraîné simplement sur des cas où le milieu géologique était discrétisé en 5 couches géologiques. Mais malgré ça, il est quand même capable de prédire des cas où le milieu est homogène. Puis, on fait ici une analyse similaire, par contre, dans le cas où le milieu géologique est hétérogène, donc il y a 5 couches géologiques. Et en fait, ici, je présente à droite 3 cas de figure qui viennent de la base de données test. Donc, le cas qui correspond en vert au meilleur cas, le cas en bleu au cas médian, puis le cas en rose au cas qui correspond à un intervalle de confiance de 99%. Puis encore une fois, en fait, la courbe en rose, c'est un puits court, notamment avec le temps de résidence qui est faible. Sinon, pour l'ensemble d'entraînement, de test, je veux dire, on remarque qu'on a un RMSA qui tourne autour de 5,4 10 à la moins 3 degrés Celsius. Puis, un point pertinent à noter, c'est que le temps de prédiction du réseau neuronal était de 0,2 millisecondes, alors que pour une simulation du modèle numérique, c'était en moyenne de 10 minutes. Puis, on croit, là, en fait, que, comme je l'ai dit tantôt, que plus de simulations dans la base de données permettrait d'avoir une meilleure précision du réseau neuronal. Donc, pour conclure, on a démontré une nouvelle architecture qui combine plusieurs plus petits perceptrons multicouches afin de venir faciliter l'entraînement et simplifier en fait le phénomène physique simulé. On a démontré l'approche à l'aide de la construction de la fonction de transfert à court terme d'un puits en boucle fermée situé dans un environnement hydrogéologique stratifié. Et on est venu étendre les capacités des différents réseaux neuronaux développés avec notamment 37 paramètres d'entrée. Donc, les travaux futurs vont concerner notamment de réaliser un travail similaire, mais pour les PCP, donc les puits à colonne permanente, mais aussi de s'attaquer aux fonctions de transfert à long terme. Merci de m'avoir écouté.